balade du week-end, Michel Pagès. Pour la balade de ce week-end, nous sommes à l'Octudie, au musée de la conserverie Alexis Le Gall, en compagnie du maître des lieux, on va dire, c'est Jean Verdier. Bonjour. Bonjour. Alors là, on est au tout début de la visite. On a passé le magasin dans lequel vous avez toute une série de choses que vous proposez à la vente, qui sont d'ailleurs presque toujours de Bretagne. Et puis on arrive là dans cette luxueuse, on peut le dire, salle à manger. Oui, effectivement. Donc le parcours du visiteur va commencer par la salle à manger, donc le lieu dans lequel la famille d'Alexis Le Gall se retrouvait pour passer des bons moments ensemble et surtout déguster des bottes de sardines. Ça, c'est donc la maison de maître, mais on en profite évidemment pour nous expliquer l'histoire de la conserverie. Oui, effectivement, on va retracer l'histoire de la conserverie Alexis Le Gall, donc de 1901 exactement avec Jean-Marie de Vallière des Filières jusqu'en 1916, et ensuite de 1919 à 1955 exactement. La fin de l'activité, donc, c'est 1955. Et c'est seulement en 2021 que cette conserverie devient un musée. C'était une épopée, alors? Oui, tout à fait, ça a été une épopée. À savoir que un descendant de la famille Le Gall, Jean-Philippe Chapelain, donc l'époux d'une des descendantes de la famille Le Gall, avait pour idée déjà de faire un écomusée à l'époque. Donc il s'avère qu'il s'était tourné vers la mairie après avoir ouvert les portes de ce lieu pour les journées du patrimoine dans les années 2000. Et en 2016, la mairie de l'Octudie a saisi l'opportunité de porter le projet. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé le rachat de l'ensemble du bâtiment pour s'engager sur ce projet. Maintenant, c'est chose faite. Alors on continue à traverser cette maison de maître. On quitte la cuisine, on arrive dans l'entrée. Et dans l'entrée, alors il y a le perron. Et puis il y a un piano et ce n'est pas du tout un hasard. C'est pas pour faire joli. Non, le piano, c'est pas pour faire joli. C'est tout simplement pour illustrer le fait que Alice Le Gall jouait du piano quand les ouvrières attendaient sur le plateau les bateaux qui allaient venir s'échouer pour déposer du poisson. Alors les bateaux s'échouaient, il n'y avait pas de quai en fait, ils venaient s'échouer sur la grève juste à côté. Oui, effectivement, les bateaux venaient s'échouer sur la grève pour déposer le poisson. Alors les bateaux ne venaient pas s'échouer à n'importe quel moment. Ils étaient avertis notamment par un mât, et au bout du mât il y avait un drapeau qui était soit monté soit descendu, qui indiquait au bateau s'ils pouvaient venir accoster ou pas. Parce que les manœuvres à l'époque, elles étaient très difficiles. Il faut se rappeler que c'était des manœuvres à la voile, donc on faisait pas ça tout le temps. C'était pas des bateaux à moteur. Et donc on appelait, en fait, il y avait une cloche aussi qui permettait d'appeler les ouvrières quand le bateau débarquait le poisson. Oui, effectivement, il y avait une cloche qui était du coup sur la façade de l'usine, qui permettait donc à la contremaîtresse ou à Alexis ou Alice Le Gall de prévenir les ouvrières qui habitaient aux alentours de la conserverie de venir rapidement parce que le poisson était là et il fallait le traiter immédiatement. Donc chaque conserverie avait son son de cloche. C'était facile à l'Octudie puisqu'il n'y avait qu'une conserverie. Alors, il me semble qu'il y a de l'action dans le bureau d'Alexis Le Gall, si on y allait pour voir ce qui se passe. Ah oui, alors là, reconstitution du bureau vraiment à l'ancienne. Oui, effectivement. Le bureau, on a choisi de reconstituer avec les objets de collection, les objets d'Alexis Le Gall, son bureau, tout simplement, avec le bureau, le poêle, le bureau de Henriette, sa fille, qui était là pour faire la comptabilité justement de la conserverie. Elle était diplômée justement d'un CAP comptable qui lui permettait justement d'honorer ses fonctions auprès de son père tout du long. Et elle est montée en compétence puisque avec l'évolution des lois et notamment avec les congés payés, il a fallu qu'elle prenne ça en compte pour les salaires. Alors on voit effectivement tout le matériel, la machine à écrire qui est d'époque, le poste de radio, on entend la communication téléphonique d'Alexis Le Gall. C'était pas facile le téléphone dans les années 20, dites donc. Non, effectivement, l'idée dans cette salle, c'est de montrer aux visiteurs et notamment aux plus jeunes que la communication, c'était pas aujourd'hui comme aujourd'hui avec un téléphone portable, on appelle, on répond de suite. On pouvait aller jusqu'à une journée pour communiquer avec Douarnenez. Douarnenez qui n'est pas si loin que ça. Il fallait que Alexis Le Gall appelle son poste d'opérateur, par exemple à Pont-l'Abbé, que Pont-l'Abbé après essaie de joindre Douarnenez, qui n'était pas forcément à côté de son téléphone, puisque c'était un téléphone filaire, et que après l'opérateur sur Douarnenez rappelle le poste sur Pont-l'Abbé, et que le poste de Pont-l'Abbé rappelle Alexis Le Gall, qui fasse le chemin inverse tout simplement. Et ça pouvait durer pendant une journée. Alors il y avait beaucoup de gens qui travaillaient ici à la conserverie. Là on est dans la maison de maître, il y a donc le patron, sa femme, sa fille, etc. Mais en tout, il y avait combien de salariés? Alors, à son essor, il y avait entre 40 et 50 ouvrières qui travaillaient dans cette usine, à savoir que cette conserverie était l'une des plus petites justement de Bretagne. Donc c'était très peu.
France Bleu Brésil, la balade du week-end. Deuxième étape de notre visite de ce musée de la conserverie Alexis Le Gall ici à Loctudy. Nous changeons d'interlocuteur. C'est maintenant Pierre qui débute. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous faire traverser une pièce qui était une pièce qui autrefois, lors de l'activité de la conserverie, était fermée. C'est une pièce secrète. Oui, alors nous accédons à la partie industrielle du site par une pièce secrète qu'on appelle le laboratoire des sauces. Nom un peu pompeux pour l'époque, mais enfin c'est un endroit, une pièce où Alexis Le Gall élaborait ses sauces. Cet endroit était bien sûr ultra secret parce qu'il tenait au secret de ses sauces. Donc ce local était fermé aux ouvrières, qui n'était ouvert qu'à lui et qu'à son épouse. Alors on va suivre le parcours. Là, on traverse cette salle des sauces qui effectivement était un lieu auquel le personnel n'accédait pas, et on arrive dans l'usine. Et alors là, on est dans la partie usine. Quelle est la superficie approximative de ce lieu? La superficie de l'usine est de 400 mètres carrés à peu près. Et donc là, il peut y avoir de 40 à 50 ouvrières. Il y avait une quarantaine d'ouvrières qui étaient encadrées pour les tâches lourdes de trois hommes. Donc un homme au sertissage, un homme à la chaudière, le chauffeur, et puis une troisième personne, un manutentionnaire qui s'occupait des expéditions du port des charges lourdes. Alors ce qu'on va faire, Pierre, c'est qu'on va aller à l'endroit d'où partait en fait le travail, c'est-à-dire l'endroit où arrivait la sardine. Alors tout à fait. On va là-bas. Il y a une logique de travail, c'est-à-dire que la sardine arrivait dans les jardins de la conserverie, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de bâtiment en front de mer de construit, comme on le voit actuellement, et l'usine donnait directement face aux perdrix à l'entrée du port. Donc les bateaux accostaient sur la plage face à l'usine quand le drapeau était levé, qui montrait que l'usine avait besoin de poissons. Et là, Madame Le Gall venait faire l'achat de ces poissons. Elle était très exigeante. C'est ce qu'on a pu remonter par certains témoignages que l'on a eu la chance d'enregistrer auprès d'anciennes ouvrières. Et elle avait un petit surnom. Elle était appelée Madame Trop Chère. Donc, ce poisson arrivait à l'usine sur des charrettes à bras, était déposé dans des caissettes, dans les caissettes plates de marin que l'on expose ici en bout de la table, petite caissette qui évitait d'abîmer le poisson. Ce poisson rentrait donc dans l'usine. Première étape, c'était de l'étêter, le vider, l'éviscérer, puis de le saumurer pour lui apporter le sel, et ça apportait la conservation parce qu'à l'époque il n'y avait pas du tout de froid, pas de chambre froide dans cette usine, donc il fallait veiller à conserver le poisson immédiatement. Il n'y a jamais eu de chambre froide? Il n'y a malheureusement jamais eu de chambre froide ici à la conserverie Alexis Le Gall. D'une part, il avait peu de place, peu de surface extérieure pour construire des chambres froides, et puis il a été décalé par rapport à l'évolution des technologies. C'est décalé, quand il aurait pu le faire, il était trop tard. Alors le poisson, on suit donc son parcours. Là, on est arrivé à cette étape. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc on a été éviscérer la sardine, on la saumure dans de l'eau saturée de sel, dans des bailles en bois que l'on représente ici au sol. On relève cette sardine au bout d'un certain temps, qui dépendait en fait du moule de la sardine, de la taille du poisson et de l'état de graisse. Plus un poisson est gras, moins il prend le sel. Plus un poisson est maigre, plus il prend le sel. Donc Alexis déterminait son temps de saumurage. On relevait cette sardine, on la mettait dans des grilles positionnées verticalement. Ces grilles étaient posées sur des brancards qui étaient amenés à l'extérieur, dans la cour de l'usine, au soleil et au vent, pour sécher la sardine. C'était un peu compliqué parce que si toutefois il n'y avait pas de soleil, si toutefois il pleuvait, la sardine ne séchait pas. Donc Alexis, au bout de quelques années, a investi dans un séchoir à sardines, chauffé à la vapeur, quand il a fait l'acquisition de sa chaudière. Ce qui lui a permis d'avoir une régularité de séchage avant la friture. Il est essentiel que la sardine soit sèche avant la friture. C'est comme les pommes de terre à la maison, quand on veut faire des frites, on assèche les frites, sinon l'huile de la friteuse sort de la friteuse, il y a ébullition et l'huile risque de prendre feu. Donc c'est exactement la même chose dans l'industrie ici de la conserve. Il faut bien sécher le poisson avant l'opération de friture. Alors l'opération de friture, elle va se dérouler là-bas, sur le fond de cette pièce, de cette usine. Alors en avançant et en passant la table de parage, on arrive aux friteuses, près de la chaudière. On a deux petites friteuses. Elles ont un avantage, c'est qu'elles nous retracent l'évolution des technologies et de l'énergie. Ces friteuses étaient à l'époque chauffées au bois et au charbon. C'est-à-dire qu'il y a un foyer à chaque bout des friteuses que l'on voit en briques. Ce foyer était alimenté donc en bois ou en charbon. Le feu y était mis. Les fumées chaudes passaient par un tube de fumée qui était immergé dans l'huile et sortaient par la cheminée centrale que l'on voit devant nous. Puis, quand Alexis Le Gall a fait l'acquisition de sa chaudière à vapeur, il a transformé ses bassines de friture en y intégrant un tube de cuivre, dit serpentin, qui permettait d'amener la vapeur dans l'huile et de chauffer l'huile. Alors, de gros avantages à cette chauffe à la vapeur, c'est la régularité de la température, bien sûr, qui était bien mieux maîtrisée. Et puis, on supprimait le risque d'incendie également, puisqu'on était sur une huile frémissante, avec des flammes à côté. Donc, on pouvait tout à fait mettre facilement le feu. On pouvait
facilement mettre le feu à l'usine. Donc avec ce système de chauffage à la vapeur, il a gagné sur son procédé en sécurité et en qualité. Troisième et dernière partie de notre visite de la conserverie Alexis Le Gall ici à l'Octudie. Alors on pourrait croire que la conserverie tourne à plein temps. Non, maintenant elle est devenue un musée, mais on a l'impression de partager le travail des ouvrières avec des hologrammes, avec des voix enregistrées, avec des sons, etc., etc. Alors là on est arrivé, on pourrait se dire, bon bah ça y est, c'est fini. Eh ben non, c'est pas fini, c'est long le processus pour arriver au produit fini qui sera la sardine en boîte. Alors on parlait tout à l'heure de nos friteuses. Une fois la sardine frite, il faut la laisser égoutter de façon à éliminer un maximum l'huile de friture. Donc généralement la sardine pouvait être emboîtée le lendemain. Elle a été frite le jour 1 et emboîtée le jour B. Donc cette sardine, on la retrouvait sur la table d'emboîtage et comme tous ces gestes sont manuels, on a voulu reproduire cette ambiance de travail par des écrans hologrammes positionnés verticalement auprès des tables qui sont visibles de l'ensemble de la visite et qui représentent les gestes métiers. Ces gestes métiers, on a voulu qu'ils soient fidèles aux gestes métiers encore employés aujourd'hui. C'est pour ça que ces personnes que l'on voit là sur les écrans sont du personnel de la société Furic à Bain-Marc qui fait partie de nos partenaires sous forme de mécénat. Elles se sont prêtées gentiment à venir ici dans l'usine. Ça a été filmé in situ sur les tables qui étaient utilisées à l'époque et elles ont reproduit les gestes d'étêtage, d'emboîtage et d'huilage que l'on trouve encore aujourd'hui dans une conserverie de sardines traditionnelle. Quelle est la fin du parcours? Les sardines maintenant vont être en boîte. Qu'est-ce qui va se passer? Alors les sardines sont mises en boîte, 4 à 5 poissons par boîte. Puis une fois cette boîte remplie, elles vont passer sur la table d'huilage. Là, elles vont être recouvertes suivant la qualité du poisson et la qualité finale du produit souhaité, soit d'huile d'olive, soit d'huile d'arachide, à refus. Donc elles vont rester un certain temps sur cette table pour bien pomper l'huile. Puis elles seront transférées sur les tables des sertisseuses, où là, une ouvrière va y déposer un couvercle, positionner la machine sous la sertisseuse qui va enrouler le métal du fond sur le métal de la boîte, puis écraser cet enroulement pour assurer l'étanchéité de la boîte. Alors là, effectivement, cette fois-ci, on peut dire que c'est terminé, sauf que, il y a un contrôle qualité. Alors, avant le contrôle qualité, il y a un point essentiel quand même dans la conserve, c'est qu'il faut que le produit soit stérilisé pour qu'il se tienne dans le temps. J'avais oublié de stériliser, mais heureusement que vous étiez là, Pierre. Ouais, essentiel dans notre métier de la conserve. Donc, une fois le produit serti, la boîte fermée, étanche aux microbes, on va l'introduire dans ce que l'on appelle un autoclave. Les boîtes sont placées dans un panier. Grâce à la grue que l'on voit devant nous, le panier est déposé dans l'autoclave. L'autoclave est fermé. L'avantage d'un autoclave, c'est d'être dans une enceinte close qui va permettre de monter en pression, d'obtenir des températures supérieures à l'ébullition, c'est-à-dire supérieures à 100 degrés. Et on va aller chercher des températures de 115, 120 degrés, suivant les produits. On va maintenir les boîtes un certain temps à cette température, puis refroidir l'ensemble, réouvrir l'autoclave, et là, on obtient une réelle conserve. Le produit va se tenir dans le temps avec, comme on le voit maintenant, des dates limites de consommation qui sont de l'ordre de 4, 5, 6 ans. Il est évident qu'une boîte de sardines peut tenir bien plus longtemps que 4, 5, 6 ans. Mais c'est une réglementation européenne qui a été mise en place sur ces durées de conservation. Donc, ces boîtes qui passent à l'autoclave peuvent avoir quelques petits problèmes de fuite, donc il faut les détecter. Donc, à l'époque, ils avaient un système de contrôle qualité qui était tout simple. Les ouvrières reprenaient les boîtes qui ont refroidi en sortie d'autoclave, les claquaient l'une sur l'autre. Si la boîte faisait clong, ça veut dire qu'elle sonnait creux. Alors, soit elle était flush, c'est-à-dire c'était une boîte anormalement bombée, comme un ballon, et ça c'était tout à fait anormal, ça rendait un son creux, ou la boîte avait été fuite, c'est-à-dire que c'était un sertissage mal réglé, donc une non-étanchéité de la boîte. Pendant la stérilisation, les pressions montent à l'intérieur de la boîte et l'huile s'échappe de la boîte. Donc la boîte est vide de son huile. Et donc, c'est un signe que la boîte est fuite et non stérile. Donc là, ces boîtes étaient éliminées, tout simplement au son. Et si la boîte faisait clang, un son sec, ça veut dire que la boîte était bien pleine de son huile et conforme. Et là, elle pouvait être mise dans les caisses que l'on voit derrière nous. Dans les caisses que l'on voit derrière nous, il y a des boîtes de sardines, mais pas seulement de sardines. En fait. Alors, non, Alexis Le Gall fabriquait essentiellement de la sardine ici, mais il a fabriqué du maquereau. Comme on a pu le voir dans le laboratoire des sauces, on a une de ses recettes qui sort de son cahier de recettes. C'est la recette du maquereau Félix Faure. Donc il a fait du maquereau, il a fait également du thon Germont de nos côtes, et puis il a inventé la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques en conserve, c'est un produit difficile. Pour l'époque, les technologies n'étaient pas assez avancées, donc son produit n'était pas à la hauteur de ce qu'il attendait, donc il a abandonné ce produit-là. Et puis il a fait également de la langoustine. Là aussi, la langoustine est très fragile en conserve. C'est aussi une technologie, enfin un produit qui demande beaucoup de main-d'œuvre, parce qu'il faut imaginer, il faut décortiquer toutes les langoustines pour en récupérer la queue et la placer dans la boîte. Donc là aussi, il n'a pas perduré sur ce genre de produit. Mais essentiellement, donc ici sur le site, sardines avant tout, maquereau et thon.